Oui, voilà, donc effectivement, puisque nous sommes dans une situation de tension majeure au Moyen-Orient et en particulier en Palestine, avec la grève des prisonniers politiques palestiniens qui n'est pas relayée, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la plupart des gros médias occidentaux. Je pense qu'il faut effectivement en parler, d'autant plus que ça donne lieu à des manifestations et des répressions qui entraînent des morts. Et donc je pense quand même qu'il faut faire le maximum, chacun dans nos milieux, dans nos associations, dans nos partis politiques, etc., pour faire remonter l'information et prendre évidemment conscience, comme nous le savons depuis longtemps, que la crise palestinienne, la question palestinienne est centrale au Moyen-Orient, et que tous les conflits et toutes les guerres auxquelles nous assistons au Moyen-Orient sont indirectement ou directement liés à ce conflit, qui est quand même le conflit central autour duquel tous les autres conflits au Moyen-Orient se sont, disons, plus ou moins construits, si c'est le mot qu'on peut employer. Et donc, l'objectif, évidemment, de l'impérialisme, comme vous le savez, c'était de faire oublier la question palestinienne au profit de questions connexes. Et ils y sont arrivés d'une certaine façon, puisqu'on parle beaucoup plus de ce qui se passe autour de la Palestine plutôt qu'en Palestine elle-même. Donc l'objectif, si je peux dire, a été atteint, et c'est pour ça que je pense que ce serait bon que nous nous en rappelions à l'occasion donc de la grève de la faim de milliers de prisonniers. Si on se rappelait la grève de la faim des prisonniers irlandais il y a encore une vingtaine d'années, qui soulevait des masses de gens dans la rue, il faut peut-être se rappeler que quand même ça illustre à quel point il y a une dégradation de l'atmosphère internationale. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole. Puisque la dégradation de l'atmosphère internationale, c'est au Moyen-Orient, mais c'est aussi en Europe, et en France en particulier dans la période actuelle. Je pense qu'on peut passer la parole donc, à Francis qui va diriger le débat. Voilà. Merci. Alors, très rapidement, déjà, je voudrais remercier ceux d'entre vous qui ont fait l'effort de venir, parce que c'est une période qui n'est pas facile, politiquement, et pour des tas d'autres raisons. On conçoit fort bien que certains d'entre nous, militants, soient préoccupés par d'autres problèmes que ceux que nous allons évoquer cet après-midi, qui peut leur paraître un peu théoriques, mais qui en réalité devraient nous inciter quand même à affiner un peu nos positions vis-à-vis de certaines grandes questions. Parce que, bon, tout le monde sait que malheureusement et fâcheusement, le deuxième tour des élections présidentielles s'est traduit par un duel entre la représentante de l'héritière, plus ou moins amnésique, mais tout de même l'héritière de l'OAS et des vichistes, et d'autre part, un personnage qui, sous ses airs de beau gosse, est tout simplement le représentant qualifié et financé, et qui fera donc ce qu'ils lui demanderont de faire. Le représentant qualifié, je dirais même pas du patronat, plus généralement, parce que, disons qu'au MEDEF, il y a un certain nombre de petits patrons, et c'est pas ça qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est une catégorie de capitalistes qui sont liés au transnational, d'une part, aux sociétés transnationales, et à toutes ces sociétés qui fleurissent et qui sont des start-up, qui sont, disons, des entreprises qui se délocalisent un peu partout, mais qui en même temps ont des objectifs très précis en matière de droit du travail, etc. Et donc le président qui est maintenant élu nous l'a d'ailleurs dit clairement, il va dans la foulée, très tranquillement, aggraver la loi El Khomri et l'aggraver dans un sens d'une plus grande encore exploitation et précarisation des salariés. Donc nous savons à quoi nous en tenir. Mais pour combattre cette entreprise, il faut avoir les idées claires. Et c'est dans cet objectif que je crois la réflexion de cet après-midi peut nous être utile. Parce qu'il y a bien des choses sur lesquelles on va réfléchir. Alors, je voudrais me contenter donc, après avoir donc dit merci à ceux d'entre nous qui ont fait l'effort de venir, d'aborder
quelques idées générales qui serviront d'introduction avant de passer la parole aux différents intervenants. L'objectif, la liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des hommes, tel qu'on l'a intitulé, c'est l'objectif des accords internationaux de libre-échange, notamment au sein de l'Union européenne, qui en fait son cheval de bataille, mais aussi en voie d'élargissement entre l'Europe et le continent nord-américain. Il suffit de visiter les rayons d'un supermarché pour y constater la disparition de certains produits fabriqués depuis des millénaires en France, par exemple, par les maraîchers, les cultivateurs, au profit des mêmes produits, mais ramenés de continents fort lointains, et cela au détriment d'un tas de choses, y compris de l'écologie dont on fait par ailleurs grand usage. On achète actuellement plus souvent des oignons fabriqués en Argentine, cultivés en Argentine, que fabriqués dans les villages du midi de la France où ils étaient d'ordinaire cultivés. Et cela va bien sûr se généraliser encore avec les projets de l'OMC et avec ce qu'on appelle le TAFTA, qui sont aussi catastrophiques en matière de services et de produits culturels. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce qu'encore une fois, dans le cours du débat, on aura l'occasion d'aborder certains sujets. Liberté de circulation des hommes, c'est peut-être la pire de ces escroqueries. Car on dit souvent que la liberté de se déplacer est un des droits de l'homme, certes. Mais quel sens cela peut-il avoir pour les millions d'hommes, de femmes et d'enfants chassés de Syrie par la guerre cultivée par l'impérialisme dans le pays, ou d'Afrique sahélienne par le sous-développement et le pillage des richesses de ces pays par les sociétés transnationales? Le premier des droits de l'homme est de pouvoir vivre chez soi, de son travail et dans la paix. La présence en France de près, par exemple, de 10 000 médecins algériens qui manquent à leur pays et que nos hôpitaux sont bien heureux, l'administration de nos hôpitaux est bien heureuse de sous-payer, ne relève pas de la liberté, mais du pillage des cerveaux et des compétences. Bravo. Dans le cadre des échanges impérialistes. Il en est de même des Haïtiens aux USA ou au Canada. Et dans notre Europe, la présence de près de 100 000 salariés polonais, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, en Grande-Bretagne, ne relève pas non plus de la liberté en général, mais de la surexploitation des salariés dans le cadre des lois du capitalisme transnational. Et l'opposition, en plus, organisée ainsi entre les ressortissants de différents pays, d'Europe et d'ailleurs, est un facteur de la croissance de cette xénophobie d'extrême droite qui maintenant pollue chacun de nos pays. Et pour un peu conclure, je voudrais dire que tout cela, en fait, ce problème de la liberté de ceci, de cela ou du reste, est l'exemple parfait d'une société capitaliste, la nôtre, où ce capitalisme et les exploitations qu'il génère se perpétuent par la manipulation des esprits. Les dernières élections présidentielles en sont un exemple parfait. Et l'un des mécanismes essentiels de cette manipulation est le détournement des mots et des concepts. M. Macron, qui menace de faire subir à la France une cure de destruction des conquêtes sociales, a ainsi un programme ultralibéral. Il l'a publié pour l'essentiel dans un livre sous le titre « Révolution », ce qui est quand même l'escroquerie majeure. Et les médias qui formatent l'opinion et qui sont à leur service ont réussi à persuader la majorité de nos contemporains que le débat politique se réduirait en France et ailleurs à une opposition entre les méchants qui sont contre la liberté en général et ceux qui sont pour. Ce qui est non seulement une idiotie, mais en plus vraiment une escroquerie. Cette opposition simpliste est en effet absurde. Toute société a besoin pour fonctionner d'un contrat social. Jean-Jacques Rousseau l'a dit avant moi. De règles qui l'organisent et restreignent la liberté de nuire à autrui.
Je n'ai pas la liberté ainsi de descendre dans la rue et d'y tuer quelqu'un par plaisir ou par intérêt, et c'est heureux. Les textes officiels de l'Union européenne affirment pourtant reposer sur, je cite, la liberté de circulation des capitaux, des marchandises et des hommes. Il n'est pas besoin de longtemps observer la réalité pour voir que ces affirmations de liberté relèvent donc d'une escroquerie pure et simple. C'est en effet la liberté de circulation des capitaux qui est à l'origine de tout cela, dans le cadre du capitalisme, dont, je le rappelle, la loi essentielle est que ceux qui sont propriétaires des capitaux les investissent là où cela leur permet d'espérer un rapport maximum. Et c'est ainsi que la première conséquence qu'on a pu constater en France, et qu'on constate tous les jours, c'est tout simplement la destruction de pans entiers des industries françaises depuis maintenant 15 ou 20 ans, destruction notamment par la délocalisation, mais qui n'est pas un phénomène qui relèverait d'une quelconque idéologie, il relève simplement d'une logique du capital qui fait que l'on investit là où ça va rapporter le plus. Et donc on va investir en cherchant partout des endroits où les gens seront, où les salariés seront moins bien payés, où ils seront plus précaires encore, etc., etc. Et c'est ainsi que fonctionne le système et qu'il se perpétue. Donc là-dessus, bien sûr, les conséquences, c'est à la fois la destruction de l'État national, en France et ailleurs, mais c'est, et dans la foulée, la précarisation encore plus élevée et la diminution des revenus, la pauvreté de plus en plus grande, non seulement des travailleurs qui sont exploités en dehors de leur pays, mais de ceux du pays. De ceux du pays, parce que cela pèse sur leurs conditions d'emploi, sur ce qu'on appelle le marché du travail, et c'est évident que ça permet aux patrons de faire avec ce qu'ils entendent. Pour être clair, sans cette loi de liberté de déplacement des capitaux, je pense que la loi... Vladimir. Oui, bonjour et merci tout d'abord pour cette invitation. Effectivement, je suis responsable du journal Le Drapeau Rouge. Vous pouvez trouver quelques exemplaires qui sont à la table, un prix très modique, 1 euro par pièce. Je suis effectivement le rédacteur en chef, mais m'occupe un petit peu de son marketing aussi, si vous le permettez. Et j'aurai quelques minutes, je m'attendais un peu plus, je vais voir comment je vais essayer de réduire mon exposé, parce que je voulais, en parlant de toutes les libertés dont nous avons aujourd'hui les sujets, faire un petit recul historique concernant la naissance même de l'Union européenne et comment, à partir de sa naissance, se trouvent les germes de toute cette imposture qu'on nous présente comme des libertés. Je vois que c'était Karl Marx qui disait qu'il n'existe qu'une seule science, et c'est l'histoire. Parce que c'est l'histoire, je crois, qui nous aide à expliquer et à comprendre l'actualité et éventuellement aussi à envisager, à prévoir l'avenir qui nous attend. Alors je voulais revenir au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à ces concepts politiques tellement importants qu'on appelle avec 2 mots la guerre froide. Et la guerre froide, à mon avis, n'est pas née, comme beaucoup de gens le pensent, au moment de 1948, au moment du coup de Prague, c'est-à-dire le moment que les communistes arrivent à contrôler le pouvoir en Tchécoslovaquie, ni dans la guerre de Corée, ni dans les discours de Churchill. La guerre froide commence, à mon avis, les moments que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, décident de retarder au maximum l'ouverture d'un deuxième front et laisser l'Union soviétique se saigner dans la résistance et la guerre contre les nazis.
D'ailleurs, Truman avait dit une fameuse phrase, c'est pas grave, on va les laisser s'entretuer entre eux, en laissant entendre qu'ils s'arrangeaient évidemment les intérêts de l'Occident. Donc c'est ces retards de l'ouverture de deuxième front qui expliquent, à mon avis, les commencements de la guerre froide. Et dans ce projet, dans cette politique, dans cette stratégie, il y a un jeune militaire à l'époque, un colonel qui s'appelle Marshall, le colonel Marshall qui faisait partie de l'état-major et qui a participé dans la formulation de cette stratégie. Et c'est ce monsieur Marshall qui est à l'origine du fameux plan Marshall. Qu'est-ce que ça a à voir le plan Marshall avec les libertés de circulation des capitaux, etc., etc. C'est que je pense que le plan Marshall, c'est une sorte de matrice qui a dérivé avec 3 enfants, avec 3 institutions qui sont la prolongation du plan Marshall. D'un côté, c'est l'Alliance Atlantique et l'OTAN sur le plan militaire. Sur le plan politique, économique, l'Union européenne et l'OSCE. Et, très important, sur le plan culturel, ce qu'on a connu notamment en France, mai 68. Ne vous fâchez pas, ici, tout d'abord, mes interventions sont à titre strictement personnel. Ce n'est pas une position officielle, en tout cas, de notre parti. On débat de ces choses-là en Belgique. Mais j'estime que ces 3 composants sont très importants pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, dans ces processus politiques que je vous mentionne avec ces 3 composants, la création de l'Europe, l'Alliance Atlantique, et par après, sur le plan culturel, mai 68, il y a aussi un processus économique qui, en parallèle, continue à se développer. C'est le fait qu'il existe une mutation très importante qui se caractérise pour un grand remplacement à l'époque, c'est-à-dire le passage d'une économie capitaliste industrielle à une économie qui est chaque fois moins industrielle, qui est caractérisée par la désindustrialisation et qui va donner lieu à ce que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire à une économie largement financiarisée et qui est tout à fait associée à une des libertés que nous allons discuter tout à l'heure, c'est la liberté des capitaux. Alors comment ça s'est fait, comment ça s'explique, cette disparition de l'industrie classique en tant que production de biens massifs? À mon avis, il y a eu deux composants très importants, 2 facteurs très importants qui ont expliqué cette évolution majeure. D'un côté, une importante chute de la consommation à niveau planétaire, à niveau mondial, et y compris dans les pays industrialisés, parce qu'il y a une dégradation des revenus salariés, et de l'autre côté, des politiques d'État, des politiques des pays occidentaux, consistant à réduire chaque fois plus l'imposition, les taxes, notamment les taxes de revenus, les taxes de rentabilité. Alors si la bourgeoisie doit d'un côté payer moins de taxes et de l'autre côté n'a plus l'industrialisation comme déviation, c'est-à-dire comme moyen de réutiliser les taxes non payées, alors il se lance à quoi? Il se lance à des activités encore plus intéressantes et plus rentables, que c'est l'industrie de la dette. Et l'industrie de la dette a remplacé l'industrie des machines, des biens, etc. et à la spéculation. Et je vois que là, nous touchons ce qu'on peut considérer un facteur très important pour essayer de comprendre et de discuter sur la liberté des capitaux et la circulation des capitaux. Et cela produit aussi une sorte de rupture à l'intérieur même du système capitaliste. C'est-à-dire, dans la tradition du capitalisme classique, que pour simplifier, je voudrais le réduire à la figure d'un économiste anglais très important, qui est revenu un peu à la mode, qui est John Maynard Keynes. Et Keynes avait
une politique qui était très différente à celle que s'est instaurée par après. C'est-à-dire il était à l'origine d'un courant qui estimait qu'il fallait absolument établir des régulations, notamment dans les commerces internationaux. Donc, un aspect qui est très sensible, c'est l'existence dans un même scénario international des pays qui avaient des excédents permanents dans leur balance commerciale, c'est-à-dire des grands pays exportateurs, et de l'autre côté, des pays particulièrement affaiblis à niveau de capacité d'exportation et qui se limitaient en permanence à être des pays importateurs. Ils cherchaient à avoir un équilibre entre ces deux facteurs-là. Et alors cette politique keynésienne, qui représentait, disons, une sorte qui correspondait d'ailleurs au capitalisme classique, pas encore tout à fait financiarisé, est remplacée pour une nouvelle philosophie du système, pour une nouvelle religion du système qui consistait à justement utiliser les capitaux qui ne sont plus cotisés en tant qu'imposition, en tant que taxe, pour les lancer dans la spéculation. Et cela s'est traduit et coïncide parfaitement, si vous examinez chronologiquement, avec le commencement, la création de l'Union européenne et ses mécanismes de politique économique. Et à ce sujet, il y a un aspect qui est très intéressant à souligner, c'est la qualité, je dirais, des stratèges d'un personnage qui, en même temps que Keynes, représente une des grandes figures de l'économie politique moderne, qui est un Français, qui est Jean Monnet. Et Jean Monnet, pardon ? Allez-y. Jean Monnet était un des pères de l'Europe. Je sais pas, en tout cas, elle est considérée comme elle est honorée, elle est même au Panthéon. Et c'était au Panthéon, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était derrière pour les faire entrer au Panthéon, c'est François Mitterrand, ce qui n'est pas très étonnant. Alors Jean Monnet avait une sorte de stratégie qu'on appelle l'avancement, les évolutions à petits pas. On appelle la politique à petits pas parce que lui, il estimait que pour mieux faire, il faut aller d'une manière très intelligente, par des mesures très concrètes, à niveau géographique et à niveau sectoriel. Et que l'objectif essentiel de la pensée de la politique de Jean Monnet, c'est de détruire l'idée même et l'existence même des États-nations. Ceci est très important et ceci aussi tout à fait associé au concept de liberté et de diverses circulations que nous discutons aujourd'hui. Alors pour bien détruire les États-nations, il fallait ne pas provoquer trop de réactions. Et c'est pour ça l'importance, l'urgence d'aller à petits pas. Ne pas aller avec des mesures trop spectaculaires. Et ne pas associer trop de monde. Et c'est là qu'a commencé le fameux premier grand accord économique. C'est l'accord entre l'industrie allemande et l'industrie française dans le domaine de la métallurgie, qui est très connu comme l'accord des CECA. Les CECA, c'est là vraiment la vraie naissance du projet européen et qui impliquait seulement, pour commencer, deux pays et seulement un secteur si important. À l'époque, Jean Monnet polémisait avec Adenauer, disons, plutôt avec son chef de cabinet, qui souhaitait déjà, à ce moment-là, aller vers le fédéralisme d'une manière très visible. Les premiers projets de constitution européenne a commencé les années 50. Il y a eu l'opposition de qui? À l'époque, parce que c'était pas si connu, pas public, pas du PCF, ni de la gauche, c'était déjà Monnet. Il disait que essayer de faire maintenant une constitution européenne signifiait courir les risques que les gaullistes, et notamment les communistes, allaient faire tout un grand sujet de contestation, de révolte, parce que ça allait toucher la souveraineté. Et je crois que la question de la souveraineté est une question essentielle
si on veut comprendre les caractères malignes des projets même, de la nature même, des projets européens. Et c'est pour ça que les moments où, par exemple, je vais passer le temps déjà? Non, 14 minutes 30. Non, je t'écoute. Ah, d'accord. 14 minutes 30. Je crois que la preuve, la confirmation de combien la question de la souveraineté, la question de la dissolution des nations est si importante, que les moments qu'est décidé dans un sommet à Bruxelles qu'il fallait que le budget sorte de compétences strictement des pays et soit passé sous un contrôle technocratique et politique des commissions de Bruxelles, il y a un personnage qui est français, qui est très très connu, et qui a sorti une formulation qui me paraît tout à fait juste et significative. Il a dit « Aujourd'hui, c'est un jour historique, c'est la mort de l'État-nation ». Et la phrase appartient à Daniel Cohn-Bendit, qui était justement très content pour ces mesures-ci. Je crois donc que, je suis désolé, je vais devoir conclure, que nous nous trouvons face à une situation où il est intéressant, je vous invite à le faire, de réviser comment, dans l'aspect strictement de la circulation des capitaux, qui est déjà mentionné à Rome en 1957, jusqu'à aujourd'hui, mais il y a une graduation dans la mention. C'est exactement l'intelligence des monnaies de faire des choses doucement pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. À Rome, en 1957, on dit on doit favoriser que progressivement, le mot existe, progressivement, on puisse accepter des paiements internationaux et des transferts des capitaux internationaux si ceci n'est pas en opposition aux intérêts des pays membres. Quelques années après, déjà en Lisbonne, ce n'est plus des pays membres, on parle déjà des pays membres et des pays tiers, c'est-à-dire c'est planétaire. On ne dit plus qu'il faut progressivement, on emploie le mot interdit, toute restriction au mouvement des capitaux. Je crois que cette comparaison est significative pour comprendre cette machine qui est représentée par l'Union européenne et qui a comme objectif dissoudre les États-nations et dissoudre toute possibilité de souveraineté populaire. Merci beaucoup. Merci, camarade. Alors, bonjour. Donc là, je m'appelle Monika Karbowska. Je suis d'origine polonaise. Je suis polonaise. Et donc, on m'a demandé de parler des travailleurs détachés, puisque j'ai une longue expérience, déjà 10 ans, de lutte pour les droits des travailleurs détachés. Et franchement, je vais essayer de faire court, mais comme ce n'est pas un sujet qui est vraiment beaucoup débattu, c'est un peu difficile. Oui, effectivement, le travailleur détaché, c'est un des aspects de la liberté des capitaux, puisque le travailleur détaché, en fait, c'est un outil, une ressource, n'est-ce pas, qu'on transporte d'un lieu à un autre. Et voilà comment ça s'est passé. Moi, je suis arrivée en France en 1992. D'abord, j'étais étudiante étrangère, puis j'étais sans papier. Et pour avoir les papiers, donc on avait créé avec les Polonais une association des étudiants polonais. À l'époque, ça nous semblait dans les années 90 impensable qu'une entreprise française puisse faire venir des Polonais en les embauchant au salaire polonais. Jamais personne n'aurait accepté ça. Si on venait ici en France, c'est bien pour avoir les salaires et la protection sociale française. C'est pas pour... sinon, on serait resté chez nous. Si vraiment les salaires de 300 €, ça nous intéressait, on serait resté là-bas. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, mais la directive du détachement, ça existe depuis 1996. Peut-être. Mais ça ne concernait pas des millions de personnes à l'époque. Et ça ne concernait pas les travailleurs d'Europe de l'Est. Ça concernait peut-être quelques dizaines de milliers, tout au plus. Cette directive, elle prend son sens désastreux parce qu'elle est couplée à la directive
dite Bolkestein, c'est-à-dire la directive de service. Cette directive qui permet à des entreprises implantées dans d'autres pays d'importer leur main-d'œuvre ou de l'exporter dans d'autres pays, aux conditions du pays d'origine. Alors je ne sais pas pourquoi on dit que la directive Bolkestein ne marche pas, elle marche très bien, elle est tout à fait valable, il y a tout à fait ce droit. Il y a même des entreprises qui ne sont pas des vraies entreprises, qui sont juste des agences, boîtes aux lettres, qu'on crée en Pologne, en Bulgarie, en Lituanie, on prend des gens et on les envoie dans d'autres pays. Comment cela s'est passé et pourquoi? Alors il faut revenir en 2003-2004. Au moment de l'entrée des 10 pays de l'Est dans l'Union européenne, la Pologne avait quand même 20% de chômeurs de façon officielle. J'ai souvent cité ce chiffre en 2005, au moment de la campagne contre le traité constitutionnel européen, dans laquelle j'étais très engagée. Je l'ai dit et redit, c'était un chiffre officiel. Alors il faut penser qu'il n'y a pas que la Pologne, il y a les autres pays, Roumanie, Bulgarie, plus il y a des régions où il y avait jusqu'à 40% de chômage, suite à la destruction des industries de ces pays dans les années 90, puisque la destruction a commencé par l'imposition du capitalisme en 91. Donc, 13 ans plus tard, les gens étaient tout simplement affamés, ils avaient vraiment besoin de travailler juste pour survivre. Et c'est là-dessus qu'arrive 2005 avec la directive Bolkestein et ce qui s'est passé après. À l'époque, en 2005, suite à la campagne du TCE, je discutais, je me rappelle, avec Francis Wurtz, et je lui disais déjà, on était en décembre 2005, je lui disais, il faut absolument faire une étude de ce qui va se passer, c'est-à-dire de ces centaines de milliers de gens. Moi-même, je ne pensais pas à des millions, je pensais à des centaines de milliers, qui vont arriver et qui vont travailler aux conditions dégradées de leur pays, dans les pays occidentaux. Ça va être la catastrophe. Je ne vous fais pas un dessin, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucune étude de fait, tout ça, ça a été noyé, ma voix n'a pas été entendue. À l'époque, j'étais dans les réseaux antilibéraux, j'étais même brièvement au PCF, on ne m'a pas du tout écouté. En 2005, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a d'abord la Grande-Bretagne qui pulvérise tout le dispositif d'accession des pays de l'Est à l'Union européenne. Parce que, en fait, malgré tout, la France et l'Allemagne avaient quand même créé un espèce de délai d'adaptation pendant lequel les travailleurs de l'Est devaient avoir quand même les cartes de séjour et les droits sociaux afférents du pays d'accueil. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la Grande-Bretagne a ouvert les frontières, mais ouvert complètement. Et donc, on a vu en quelques mois, 1 million de Polonais arriver en Grande-Bretagne et 1 million en Irlande. Et à ce moment-là, tout ce dispositif de délai d'attente, tout ça, ça a été caduc. Plus la directive Bolkestein de 2005. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des dizaines de milliers d'entreprises créées dans les pays de l'Est qui ont commencé à prendre les gens. Il y avait plein de petites annonces, travail en Occident, voire travail facile en Occident. On les embauche et on les envoie. Nous, ça a été très bien montré dans le film de Ken Loach, It's a Free World. C'était un film parfait qui était, moi je l'ai vu plusieurs fois, il était très véridique par rapport à ce que moi j'ai vu de mes propres yeux. En 2008-2009, quand je menais la campagne pour les droits des migrants est-européens, avec mes amis militants, notamment de l'Association polonaise des travailleurs migrants, qui est en fait une association créée par les syndicats allemands en Pologne pour essayer un petit peu de contrer tout ça. Sans le soutien des syndicats allemands IGEBA, on n'aurait rien pu faire. Nous, à l'époque, on pensait qu'il y a, en travailleurs détachés, il y a entre 6 et 10 millions d'Européens de l'Est qui travaillent dans les pays de l'Ouest et du Sud, c'est-à-dire 2-3 millions de Polonais, 2 millions de Bulgares, 2 millions de Roumains. Il faut penser aux pays des Balkans et à tous les pays baltes. Toutes ces personnes, en fait, travaillaient en Allemagne, en France, en Scandinavie, en Italie, en Grèce, en Espagne avant la crise, dans des secteurs comme l'hôtellerie, l'agriculture intensive, l'industrie, notamment le bâtiment et les abattoirs. Hommes et femmes. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux quand je travaillais en Grèce pendant la saison touristique 2007, 2008, 2009. En fait, j'ai documenté dans des articles mais des situations carrément d'esclavage, des gens qu'on faisait venir pour travailler plusieurs mois de 12 à 18 heures par jour, qu'on enfermait dans des chambres le soir, qu'on ne payait qu'au bout de 2 ou 3 mois, voire on ne les payait pas du tout, à qui on prenait des passeports, et c'était très fréquent, c'était pas des cas isolés, c'était carrément comme de l'esclavage, et c'était des agences spécialisées qui faisaient ça. Donc j'ai écrit un article qui a été publié en Grèce grâce à des amis de Syriza, à Tribuna Robotnicza, un journal de la gauche polonaise. Ça a été publié par Attac et aussi Attac Allemagne. Et en fait, j'en ai aussi parlé au Parti de la gauche européenne lors de son congrès en novembre 2007. Malheureusement, on ne m'a pas cru.
on me disait que j'exagère, que c'est pas comme ça, alors que l'association polonaise des travailleurs migrants, elle le publie, elle le disait, c'était même dit officiellement dans les médias des pays de l'Est. Le but des élites, des oligarchies des pays de l'Est, c'est de se débarrasser des chômeurs. L'idéologie officielle, c'est partez, partez en Occident. De toute façon, les Français sont feignants, ils veulent pas travailler, donc vous prendrez leur travail, mais c'est pas grave. C'est vraiment l'idéologie officielle, d'ailleurs, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Alors là, je vais parler très brièvement, je vais essayer de faire court par rapport aux luttes, parce qu'on a quand même mené des luttes malgré tout, mais montrer ces luttes montre la difficulté, l'impossibilité de combattre ça par des luttes. Et aussi, comment certaines luttes ont pu réussir uniquement grâce à vraiment un front très large entre différentes structures. Par rapport à la Grèce, moi j'ai mené donc une campagne pour les droits des travailleurs migrants en Grèce avec une militante syndicale qui s'appelle Konstantina Kuneva, qui était bulgare, et on a été soutenus notamment par les copines féministes qui étaient de Syriza, et aussi on a été soutenus par des féministes de Die Linke. On avait créé un tract sur le droit du travail grec qu'on voulait distribuer aux travailleurs de l'Est arrivant par les agences, et ce tract était financé notamment par des syndicats proches de Die Linke. On n'a pas eu trop de soutien de syndicats grecs, malheureusement, et c'est justement ce qui a fait que c'était tellement dangereux, parce que ces structures, c'était carrément des structures mafieuses, que Constantina a reçu des menaces de mort dès juin 2008, et en décembre 2008, elle a été vitriolée. Ça, c'était l'un des plus grands scandales de la Grèce avant la crise. Et moi-même, j'ai eu aussi des très gros problèmes. J'ai été aussi menacée, j'ai été emprisonnée par la police, traînée devant les tribunaux pour un vol que j'avais pas commis, etc. Ça a duré plusieurs années. Donc vous voyez la difficulté de s'attaquer à ça. Mais je ne me suis pas avouée vaincue, j'ai essayé de travailler sur le terrain français. Et notamment, je vais vous parler brièvement de la lutte de Flamanville, puisque j'ai mené d'abord cette lutte-là. Alors en fait, j'ai continué à travailler avec l'association polonaise des travailleurs migrants, où je représentais, c'était un réseau en fait de syndicalistes polonais qui étaient soutenus par ce syndicat allemand et qui ont échangé au moins les informations. Moi, je représentais dans ce réseau les travailleurs polonais en France et en Grèce. Et en fait, le 2 et 3 octobre 2010, ici même à Saint-Ouen, dans la salle Barbara, j'ai organisé avec mon association, l'Université Européenne Populaire, une conférence qui parlait de beaucoup de sujets, mais entre autres, il y avait aussi la question des migrations intra-européennes, c'est comme ça que c'était intitulé. Il y avait une représentante de l'association polonaise des travailleurs migrants, et j'ai lancé un appel aux syndicats français. Je vais vous dire qu'il y a un syndicat qui a répondu, c'était la CGT Intérim, avec André Fada, qui avait mené les luttes des Polonais à Saint-Nazaire, des travailleurs détachés polonais à Saint-Nazaire. J'ai aussi pu avoir le soutien du consulat polonais uniquement parce que j'avais un membre de ma famille qui travaillait là-bas. Sans ça, ça n'aurait pu avoir lieu. Donc vous voyez un peu la difficulté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a même des travailleurs détachés qui sont venus. C'était des ouvriers qui construisaient le métro, la prolongation de la ligne 4, et ils nous ont parlé de leurs conditions de travail. Ça, c'était très intéressant. Et en fait, c'est ce réseau-là qui a permis de mener la lutte de Flamanville. Pourquoi ? Parce que quand, au mois de février 2011, il y a eu un mort sur le chantier de l'EPR à Flamanville, les travailleurs polonais qui y travaillaient ont appelé le consulat, qui lui-même a basculé l'info, et moi j'ai appelé tout de suite André Fada, qui lui a contacté la CGT de Cherbourg. Donc vous voyez la multiplicité des acteurs qu'il faut, juste pour parler à des travailleurs, pour pouvoir leur parler. Parce qu'il fallait que quelqu'un de polonophone leur parle pour comprendre la situation. Après, il fallait que la CGT organise une rencontre. Il fallait écrire des tracts en polonais et en d'autres langues, parce qu'il y avait aussi 500 travailleurs roumains que la CGT n'arrivait pas à leur parler, puisqu'il n'y avait personne pour faire le relais. Le 28 avril 2011, on avait fait toute une action, on distribuait les tracts devant l'entrée de l'usine. D'ailleurs, c'est un travailleur algérien qui avait vécu en Pologne qui m'a désigné où il fallait trouver les Polonais. On a réussi à prendre contact avec eux parce qu'ils avaient très peur. Ils étaient terrorisés par des vigiles. Ils étaient enfermés dans des appartements et en fait, ils n'avaient pas le droit de rencontrer des Français, etc. Donc, comme ils avaient peur, ils ne pouvaient que me parler au téléphone. Et là, il fallait y venir en force pour montrer notre présence. Alors, ils nous ont montré leurs contrats de travail, qui n'étaient pas des vrais contrats de travail, c'était des contrats de travail chypriotes d'une entreprise irlandaise dont le siège était à Chypre. Voilà, c'est un peu ça, justement, l'émigration Bolkestein. Et en plus, on leur retirait de leur maigre salaire les impôts qu'ils étaient censés payer en France et les cotisations sociales qui étaient payées à Chypre, soi-disant. Alors eux, ils s'étaient enfin finalement rendu compte qu'il y avait un problème. Donc il a fallu organiser plusieurs rendez-vous pour leur expliquer cela, faire venir une inspectrice des impôts syndiquée qui leur explique la question des impôts. Il a fallu plein de choses.
Et à un moment donné, ils ont fait une grève qui était le 24-25 mai, avec le soutien de la CGT. Le problème, c'est que là, quand il y a eu les négociations entre cette centaine de Polonais, parce qu'il y avait au moins 300 Polonais, mais c'est surtout une centaine qui se sont mobilisés, et entre les négociations entre les Polonais, la CGT, plus l'entreprise chypriote, irlando-chypriote, Atlanco, EDF, le donneur d'ordre, et Bouygues, qui était le premier donneur d'ordre, le premier sous-traitant d'EDF, on voit tout de suite vu que la problématique, c'était le clash entre le droit du travail français, la convention collective du bâtiment que la CGT voulait faire appliquer, et la directive qui, en fait, autorisait tout ça. Bon, elle n'autorisait pas les contrats de travail chypriotes en France, mais s'ils avaient des contrats de travail polonais, ça irait très bien. Et donc, là où il faut voir, c'est que pour que ça marche, il fallait encore faire des actions absolument incroyables. Il a fallu mobiliser le consulat polonais, qui lui-même a démarché l'État français, le ministère des Affaires sociales, pour leur dire, voilà, il y a des travailleurs discriminés, pourquoi vous ne faites rien? Moi-même, j'ai démarché des députés européens. J'étais à l'époque membre du parti de gauche, j'ai démarché le parti de gauche, qui a fait un communiqué qu'il n'a pas publié. Par contre, Pervenche Berès, qui était présidente socialiste, présidente de la commission du travail au Parlement européen, qui était parfaitement pour la directive. Mais quand elle a vu ce qui se passait sur le terrain, elle n'a quand même pas pu ignorer ça, d'autant plus que j'avais des contacts qui m'ont aidé à, si je puis dire, à la bouger. Donc plusieurs députés européens ont fait une délégation, et Pervenche Berès a notamment rencontré le préfet de la Manche fin juin 2011. Et c'est seulement là que les choses se sont précipitées, mais elles se sont précipitées pas super bien pour les Polonais, puisque l'entreprise Atlanco les a chargés dans des bus et dans les avions, les a renvoyés en Pologne. Mais le scandale a éclaté, il y a eu des articles dans la presse, moi j'y ai aussi beaucoup contribué. On a fait 40 dossiers au prud'homme, pas 100 mais 40. Bon, c'était déjà beaucoup, c'était très lourd, il fallait un avocat franco-polonais, je vous passe les détails, ça coûte très cher et il faut beaucoup de travail pour faire ce genre de lutte. Au final, au bout de 2 ans, les travailleurs polonais ont gagné, l'État français a récupéré, je crois, 1 million d'euros de cotisation d'URSSAF. Et finalement, Bouygues a été condamné, mais à payer, mais pas au pénal, par contre, pour travail dissimulé. Le problème, c'est que nous, c'est-à-dire la CGT et moi-même, nous, on n'a rien gagné dans l'affaire. Hein. C'est-à-dire, on a vraiment fait le travail gratuitement. Et on ne peut pas faire ça pour des millions de personnes. Plusieurs fois, la CGT intérim m'a appelé pour traduire, pour aller aux 4 coins de la France, pour traduire des Polonais, des Ukrainiens. Il y a eu des tas de scandales. Il y a eu des Ukrainiens qui gagnaient sur la construction de la ligne du LGV 300 €. Les Polonais gagnaient 400, les Portugais 600. Comment voulez-vous qu'on ait la force de faire tout ça avec juste quelques militants et une petite structure? Et je finis là-dessus pour dire que finalement ce combat était peut-être gagné de Flamanville, mais il a été un peu dépolitisé. Qu'est-ce qui a repolitisé la question du détachement? C'est les patrons. Parce qu'en fait, fin 2013, les petits patrons du bâtiment ont fait plusieurs manifestations pour protester contre le fait qu'ils perdaient des marchés au profit des entreprises déloyales des pays de l'Est. Et là, on a commencé à en parler. Des députés français se sont intéressés. Il y a eu, notamment du fait qu'il y avait la renégociation de la directive entre 2011 et 2014. Et en fait, il y a eu aussi une aggravation parce que maintenant on fait venir carrément des travailleurs migrants, par exemple égyptiens. Ils sont avec des contrats espagnols ou portugais, ils vont venir en France. Les Polonais qui vivent ici, on va les envoyer en Bolkestein, en Angleterre. Ça aussi, ça a énormément énervé les Anglais, hein, c'est ce côté-là. Hein. Ça a aussi contribué à la question du Brexit. Moi, aujourd'hui, je n'y crois pas trop à ce que je croyais en 2009, pour finir. En 2009, je croyais qu'on pouvait harmoniser le droit du travail et faire un contrat de travail européen, une caisse de retraite européenne, pour qu'on soit tous dans l'égalité, puisque justement ces personnes travaillent dans les pays de l'Ouest, pourquoi on ne ferait pas une harmonisation par le haut? On avait même fait notre campagne de l'époque dans ce sens. C'était pas le but de s'enfermer dans son pays, le but c'était d'avoir un véritable droit social européen pour les travailleurs. Aujourd'hui, je n'y crois plus trop, malheureusement, parce que je vois toute cette difficulté concrète. Aujourd'hui, je pense qu'avant de faire une harmonisation, il faut simplement abolir cette directive, revenir au droit du travail occidental, qui est malgré tout un petit peu mieux toujours que celui des pays de l'Est. Ça obligera aussi les oligarchies des pays de l'Est à réfléchir, parce que si ces chômeurs resteront sur place, eh bien, ça peut changer aussi politiquement la donne. Là, c'est presque trop facile. À chaque fois qu'il y a un problème politique, tac, on envoie les gens en Occident, partez. Il y en a même qui ont par exemple, des travailleurs qui sont fichés, qui sont sur des listes noires, on leur dit, pourquoi vous ne partez pas en Occident? C'est là-bas votre place. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Mais c'est nécessaire de faire. Oui, bonjour. Écoutez, je crois que ça tombe bien que j'intervienne juste derrière cette camarade. Moi, je voudrais apporter ici un simple témoignage portant sur les conditions et les difficultés du contrôle des entreprises qui détachent des salariés. Ah oui, mais ça vient, c'est dans le texte. Ah d'accord. Ah oui, ça arrive. Voilà, qui utilise conformément à la directive 96, donc dont vient de parler camarade. Bon, moi, je suis à la retraite, mais j'ai été contrôleur, puis inspecteur du travail pendant plus de 30 ans sur le terrain. Et j'ai ensuite à la direction interministérielle de lutte contre le travail illégal. J'ai aussi assuré pendant quelques années à la direction générale du travail les échanges entre les agents de contrôle de terrain et les autorités des États européens concernés par le détachement. Je dirais d'ailleurs un mot à la fin sur le fonctionnement du bureau de liaison national qui permet cette coopération telle que c'est prévu par l'article 4 de la directive 96. Alors concernant cette directive sur les détachements, lorsqu'on parcourt effectivement les dispositions de cette directive permettant ce détachement des salariés dans toute l'Europe, on pourrait supposer que les travailleurs détachés sont bien protégés. Et en réalité, comme disait notre camarade, c'est tout à fait autre chose. Et il ne semble pas, par ailleurs, que les modifications apportées par les lois Savary ou Macron là, au cours de ces 2 dernières années aient apporté une amélioration significative sur la situation de ces salariés détachés ou en ont limité leur exploitation. Des témoignages recueillis auprès de quelques camarades qui sont toujours en activité ou affectés à l'Office central de la lutte contre le travail illégal, il n'y a rien de bien rassurant à l'horizon. Par ailleurs, je dirais les réformes qui touchent l'inspection du travail et les sanctions administratives mises en place pour lutter soi-disant contre le travail illégal ou les dérives du détachement ne vont pas dans le bon sens. Les organisations syndicales, et notamment CGT de l'inspection du travail, dénoncent le sort qui leur est réservé et qui conduit à toujours moins d'effectifs, moins de contrôles, moins de contraintes et de sanctions à l'encontre des employeurs délinquants. De par mon expérience professionnelle, je peux dire que cette directive détachement est un véritable usine à gaz. Il a souvent été dit qu'elle provoquait une concurrence déloyale, qu'elle créait du dumping social. C'est à ce titre que Mélenchon demande son abrogation dans son programme sur le simple fait que le taux de cotisation sociale est plus bas dans les États qui détachent que dans le nôtre. Je suis d'accord avec cette proposition, mais ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. En effet, cette directive est aussi l'occasion pour les entreprises qui la font fonctionner plein pot de faire un énorme profit sur les salariés de chaque côté des frontières, de faire baisser le coût du travail et les protections qu'elle contient sont particulièrement difficiles à contrôler et notamment pour ce qui paraît le plus prioritaire. Moi j'aborderai là donc le paiement du montant des salaires versés à un salarié détaché, la durée du travail et la situation contractuelle du salarié lorsqu'il est de l'autre côté de la frontière française puisqu'il est interdit de détacher, dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Moi je l'ai écrit parce que... Voilà. Alors, donc, je vais dire quelques mots sur ces 3 aspects de la législation dont le contrôle est un parcours du combattant pour l'inspection du travail. Alors, pourquoi ? Alors, premièrement, concernant le contrôle systématique des bulletins de salaire d'une entreprise dans laquelle est pratiqué le détachement. Ce contrôle demande un investissement important et une disponibilité que les inspecteurs du travail ne possèdent pas, je vous rassure. Il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de tenir en permanence à disposition le duplicata des bulletins de salaire sur les lieux mêmes où s'effectue le détachement. Ces documents sont établis dans l'État qui détache. Néanmoins, lorsqu'ils sont présentés, ils ne constituent pas une preuve des sommes réellement versées aux salariés détachés. Nous devons donc réclamer cette preuve si nous avons quelques raisons de soupçonner une fraude. Alors cela induit la présentation des relevés bancaires, des refus délivrés, des copies de chèques éventuellement, c'est-à-dire une somme de documents qui devront être traduits en français, reconvertis en euros, etc., etc. Dans la mesure où ces documents ne sont pas exigibles sur le champ, les employeurs étrangers font obstacle et font traîner les choses, Autant dire que les employeurs se donnent tout le temps de falsifier ces documents avant de les présenter et nous n'y voyons que du feu. Nous soupçonnons une très grande corruption dans ce domaine et des rouages bien huilés. Nous soupçonnons, il est fréquemment impossible de vérifier, je dirais donc, la fiabilité de ces documents comptables. Il est impossible également de se débarrasser du quotidien et de se consacrer tout son temps à une enquête qui demande des délais d'investigation de plusieurs mois afin de démontrer la fraude. Les investigations deviennent parfois caduques si le détachement est terminé avant même la fin des investigations.
C'est le cas pour bon nombre de chantiers du bâtiment, par exemple. Il est donc aussi quasi impossible de procéder systématiquement à un contrôle du paiement des salaires réellement versés à des salariés détachés lors d'un contrôle inopiné de nos services. Et les employeurs le savent bien. Un collègue m'a rapporté la semaine dernière que les lois Savary et Macron avaient tenté d'édulcorer la directive en 2014 ou 2015, je ne sais plus, en impliquant la responsabilité des donneurs d'ordre français lorsque les dispositions relatives au salaire n'étaient pas respectées. Mais la complexité du contrôle ne permet pas de l'impliquer systématiquement, sauf en cas de flagrant, vraiment des cas flagrants de travail illégal dans l'établissement. Là, d'ailleurs, on fait ces glycos en général sur les télés, etc. Mais enfin, ça concerne peu de monde par rapport à la majorité des cas. Voilà. Pour permettre des investigations plus poussées, les agents de contrôle ont la possibilité de saisir ce qu'on appelle un bureau de liaison, mais ça, j'en parle un petit peu plus loin. Concernant les plaintes des salariés détachés, eux-mêmes en cas d'infraction sur les salaires. Sur ce point, c'est un peu l'omerta, je dirais. Contrairement à ce qu'on pourrait pas croire, les plaintes sont peu nombreuses dans nos services. Voilà. Les raisons sont bien simples. Les salaires pratiqués dans les pays d'origine sont 4 à 5 fois plus bas qu'en France. Et quand bien même un salarié détaché toucherait, je dirais, le double en France de ce qu'il pourrait prétendre dans son pays d'origine, mais seulement la moitié d'un salaire légal ou conventionnel français, le salarié détaché ne va pas s'en plaindre. C'est bien d'ailleurs dans les pays où les salaires sont les plus bas que les recrutements des travailleurs détachés est le plus élevé. Bien souvent originaire du même village ou de la même région que l'employeur ayant organisé le détachement, le salarié détaché ne fera pas valoir en France l'exigence du paiement du salaire légal ou conventionnel qu'il devrait percevoir. Il faut le dire, les salariés détachés croient aussi qu'ils y trouvent leur compte, surtout que s'ils reçoivent également quelques indemnités de déplacement au passage, ils ne vont pas se plaindre au risque aussi de ne plus pouvoir être détachés ou de ne plus recevoir un peu plus d'argent que d'ordinaire au pays. Ils ont même peur. Voilà, ils ont peur. Voilà. En plus, ils ont peur. Famille, etc. En plus, ils ont peur aussi de l'administration française, donc on ne peut pas des fois obtenir effectivement ce genre de choses parce qu'ils se disent, bon, ils sont aussi du côté de la barrière, voilà, on passe aussi pour des gendarmes, bon, ce qu'on n'est pas, mais bon, c'est comme ça. Je dirais, bon, le contrôle de la durée du travail et des heures effectuées. Alors, ce contrôle aussi est également très complexe dans un certain nombre de secteurs d'activité, de par l'absence d'une comptabilité parfaite, je dirais, des heures réellement effectuées par chaque salarié. En l'absence de documents d'affichage ou d'affichage, l'inspection du travail peut relever un délit d'obstacle pour non-présentation de documents, mais ça ne rétablit pas quand même le salarié dans ses droits. Et en général, c'est plutôt ça qu'on cherche à faire. Les relevés d'heures travaillées sont effectués la plupart du temps manuellement par des chefs d'équipe ou des chefs d'entreprise, ce qui nous fait dire qu'ils sont aussi très facilement falsifiables. Les relevés d'heures ou l'affichage des heures ne sont donc que des documents sans grande fiabilité. La pointeuse n'est pas une obligation, l'émargement du salarié n'est pas obligatoire non plus. Encore qu'on pourrait certainement faire aussi des fraudes à ce niveau-là. Pour un contrôle donc fiable de la durée du travail, je le dis là vraiment sans embâche, il faudrait une inspection du travail présente à l'heure à laquelle commence le travail et toujours présente à l'heure à laquelle il finit, et cela pendant toute la durée de la mission. Donc, vous voyez l'ampleur de la tâche. Dans ce domaine, donc, il est donc très facile de présenter des documents approximatifs ne reflétant pas la réalité des heures passées au travail. J'ajouterai que les seuls témoignages non plus des salariés ne suffisent pas à établir la preuve que des heures supplémentaires ont été effectuées et combien ont été payées. Comme nous le répétons souvent, tout est beau sur le papier, mais les moyens pour contrôler, verbaliser, rétablir le salarié dans ses droits ne sont pas à la hauteur. Donc, faute de preuves, faute de pouvoir matérialiser les faits, il n'y a pas de poursuite possible. C'est peut-être un peu moins vrai dans les transports, c'est ce qu'on me disait, puisque les camions sont munés de disques infalsifiables, semble-t-il, ou alors dans des entreprises très structurées, mais je dirais vraiment très très structurées, où des représentants du personnel veillent au grain. Des fois, ça nous arrange bien, d'ailleurs. Concernant les dispositions relatives à l'activité substantielle que les entreprises étrangères doivent exercer dans leur pays d'origine pour éviter le prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Alors là, les établissements qui détachent les salariés ont en effet pour obligation d'avoir une activité substantielle dans le pays où elles sont affiliées pour éviter les sociétés boîtes aux lettres, dit-on dans la directive 96. Ça, c'est bien clair. Mais comment vérifier le respect de cette obligation ? Dans notre pays, sont sanctionnées les simples entreprises pourvoyeuses de prêts de main-d'œuvre à but lucratif. Seules les entreprises de travail temporaire sont autorisées à le faire. Elles ont des obligations particulières à respecter, obligations notamment d'une garantie financière, contractuelle,
les contrats de mission, de mise à disposition, etc. Mais que veut dire pour certains pays de l'Union européenne la notion de prix de main-d'œuvre à but lucratif, surtout dans chaque pays dans leur propre réglementation du travail. Moi, je me suis souvent heurtée à cette disposition prévue dans la directive. Les autorités étrangères interrogées sur le sujet ne comprennent pas toujours ce qu'on leur demande parce que la législation intérieure est plus souple que la nôtre, voire inexistante sur le sujet. Il s'agit là d'un domaine très complexe sur lequel il faudrait consacrer d'ailleurs bien des chapitres. Ces entreprises boîtes aux lettres, je vais répéter ce qu'a dit la camarade tout à l'heure, se multiplient. Il y a même des patrons français qui domicilient leur entreprise en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, enfin un peu dans ces pays-là, là où la main-d'œuvre est moins chère pour ne faire que du détachement. Je suis sûre que certains États sont même plutôt satisfaits de voir s'installer des entrepreneurs et de ce fait rechignent à donner les informations sur l'activité réelle de l'entreprise, de peur de voir leurs dirigeants sanctionnés par la France. Voilà. Alors, bon, maintenant je vais parler du bureau de liaison qui est prévu effectivement dans ce où j'ai travaillé. D'ailleurs, moi j'ai fait cette liaison entre les nôtres et les inspections du travail de ces pays-là. Ce bureau de liaison doit permettre l'échange d'informations et de renseignements nécessaires aux investigations et aux enquêtes administratives effectuées par les services de contrôle. Connaissant bien son fonctionnement, je doute vraiment de son efficacité. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de bonne relation entre les autorités du travail de chaque pays. La directive et ses obligations sont connues. Des rencontres ont lieu entre fonctionnaires des ministères du travail étrangers et français. Des demandes standards ont été rédigées pour faciliter les échanges. Moi, j'ai moi-même transmis aux pays concernés de nombreuses demandes de contrôle lorsque les investigations sur le terrain s'avéraient impossibles. Mais il faut savoir que ces échanges d'informations demandent parfois 6 à 12 mois. Le délai des réponses obtenues sont très souvent inexploitables, soit parce que la demande a été mal traduite, mal comprise, ou qu'il n'y a pas un engouement particulier d'adresser une réponse précise de la part des autorités étrangères. En effet, bon, moi je suis d'or que les États ne tiennent pas à fournir ces informations, parce que ça met en péril, comme j'ai dit tout à l'heure, donc du moins ça met en difficulté les patrons des entreprises du pays. J'ajoute, pour couronner le tout, que le pays interrogé n'a aucune obligation de répondre aux demandes d'informations relayées par le bureau de liaison. Alors, dans bien des cas, comment aider un collègue à boucler une procédure? Comment lui apporter les preuves qui lui manquent? C'est très décourageant pour le corps de contrôle et néfaste pour la défense des salariés. Voilà. Je vais terminer, je me répète, mais je pense sincèrement qu'il faut être de plus en plus nombreux à réclamer la suppression de cette usine à gaz, qui est la directive sur le détachement des travailleurs, parce qu'elle est incontrôlable, qu'elle est une opportunité extraordinaire de niveler le code du travail par le bas et faire baisser le coût du travail. Elle est une formidable machine pour opposer les salariés les uns contre les autres, pour mettre à mal nos institutions, notamment l'inspection du travail. Les réformes engagées depuis plusieurs années ont conduit à supprimer de nombreuses sections d'inspection et l'hécatombe continue, d'après ce que j'ai cru comprendre par les camarades que j'ai interrogés pas plus tard qu'avant-hier. Les inspecteurs, et puis je reçois quand même des informations du syndicat CGT, donc je connais un peu la situation aussi. Les inspecteurs du travail ont perdu certaines de leurs prérogatives, elles sont cantonnées de plus en plus dans les bureaux et non plus sur le terrain. La réforme donc, de l'inspection du travail me fait dire qu'elle va de pair avec la destruction du code entier, du pan entier du code du travail, avec sa simplification, chère à El Khomri et à Macron, dont tous les salariés, quelle qu'ils soient leur nationalité, qu'ils vivent sur notre sol ou en dehors de nos frontières, vont faire les frais. Voilà. Je n'ai abordé qu'une partie des contrôles de l'inspection du travail, je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse une petite bombe à retardement, quand même, un sujet que je n'ai pas abordé, celui de la santé au travail. En effet, les conditions d'hébergement des salariés âgés sont souvent déplorables. Ça, moi, je l'ai vu lors de contrôles, notamment dans l'agriculture, dans les Bouches-du-Rhône. Je crois que je pensais que ça n'existait pas. Ah oui, non, mais c'est épouvantable, hein, épouvantable. On ne savait même pas par quel bout commencer pour faire les rapports, parce que c'était tellement affreux. La médecine du travail inexistante. Donc, elle a fait l'objet dans notre pays d'une réforme aussi négative ces dernières années. Là, c'est plus 1 an, c'est 2 ans, mais non, ça va être 5 ans, je crois. Bon, je me demande toujours, comme un salarié détaché fera valoir ses droits à une reconnaissance de maladie professionnelle lorsqu'il aura passé une bonne partie de sa vie en détachement. Oui. Voilà. Bon, je crois qu'on peut remercier franchement nos 2 intervenantes, notamment parce que, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais
j'ai eu le sentiment de témoignage avec des connotations personnelles très, très évidentes, mais qui sont d'autant plus véridiques. Et après les avoir entendus, je crois qu'il est difficile de ne pas comprendre pourquoi un certain nombre d'entre nous répètent notamment, au risque de n'être pas toujours compris, que l'Union européenne, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un instrument des libertés, de ceci ou de cela, mais c'est tout bêtement l'un des visages du capitalisme transnational dans son agression contre les conditions de vie et de travail de tous les peuples qu'il contrôle. Et en ce sens, nous sommes irréconciliables, sinon il n'est pas question de rêver d'une autre Europe ou de quelque chose qui l'améliorerait, mais de sa destruction, de sa disparition. Bon, ceci étant, on va passer aux intervenants suivants. Alors, Bruno, tu continues. Bruno Drewski. Voilà, merci. Et après toutes ces interventions très concrètes, je vais, disons, poser quelques conclusions un peu plus théoriques, mais pas trop longues, parce que finalement beaucoup de choses ont été dites, et donc c'est peut-être pas la peine que je répète les choses. Alors justement, en ce qui concerne déjà, Francis tout à l'heure parlait en utilisé le terme d'escroquerie, je pense que c'est très important, si on doit se réapproprier la pensée critique, justement d'utiliser des termes, et le terme escroquerie, je pense que c'est le mot-clé pour expliquer les processus dans lesquels nous vivons, en particulier l'Union européenne, mais tous ces mots qui sont utilisés à tort et à travers, et qui vise exactement au contraire de ce à quoi on essaie de nous faire rêver, en particulier le mot liberté. Alors je rappellerai quand même que Jean-Jacques Rousseau avait déjà dit que la liberté opprime et c'est l'État qui protège, et que bien entendu que le renard libre dans le poulailler libre, c'est la liberté, mais c'est la liberté pour le renard de manger la poule. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire très attention quand on utilise des mots très, très généreux comme liberté, parce que s'il doit y avoir liberté, comme nos pères de la Révolution française l'ont déjà compris, s'il doit y avoir la liberté, il faut aussi qu'il y ait l'égalité. La liberté sans l'égalité, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et justement, donc, nous avons besoin, à partir de ces exemples concrets, de se réapproprier le vocabulaire et de reprendre le contrôle du vocabulaire qui a été pollué et qui est donc pris en main par ceux qui ont intérêt à l'escroquerie. Et donc je reviendrai sur l'expression liberté de circulation, parce que liberté de circulation c'est très beau en apparence, mais en fait là il y a déjà une escroquerie, puisque quand on parle de la liberté de circulation, on parle d'une liberté réelle, certes, celle de se déplacer. Mais se déplacer, c'est pas forcément émigrer ou immigrer. Pourquoi est-ce qu'il y a des visas de tourisme? Pourquoi est-ce qu'il y a des visas d'affaires? Pourquoi est-ce qu'il y a des visas diplomatiques? Pourquoi est-ce qu'il y a des visas scientifiques? C'est parce que ce n'est pas des visas de séjour. C'est deux choses différentes. Donc la circulation, d'accord? Oui, la liberté de circulation. Vous remarquerez qu'on en a beaucoup parlé au moment du traité d'Helsinki en 1975. Mais le traité d'Helsinki, on a cessé d'en parler en 89. Pourquoi? Pourquoi plus personne ne parle du traité d'Helsinki? Parce que l'objectif du traité d'Helsinki, de la fameuse liberté de circulation des hommes et des idées, c'était de casser l'URSS et le camp socialiste. Et une fois que le boulot a été accompli, on ne parle plus du traité d'Helsinki. Je pense que ça, c'est un point essentiel à rappeler, parce que les États, les peuples, ont le droit de contrôler les flux migratoires. Ils ont le droit de contrôler les flux migratoires, ce qui n'a rien à voir avec la liberté de circulation. Et donc derrière le vocable liberté de circulation, on nous fait passer les flux migratoires non contrôlés. Or, les peuples ont le droit de contrôler le développement de leurs propres économies, des investissements, de la gestion, et donc de la gestion aussi de la main-d'œuvre, puisque la main-d'œuvre fait partie de l'économie. Et que le droit primordial, ce que disait tout à l'heure Francis, le droit primordial de l'être humain, c'est d'abord le droit de travailler et de vivre chez lui. Ensuite, éventuellement, de faire du tourisme et d'aller voir du tourisme ailleurs. Mais d'abord, de pouvoir avoir des conditions de vie normales chez lui, parce que personne, à quelques exceptions près, n'a véritablement envie d'émigrer. Chacun a plutôt envie de vouloir vivre là où il est né, dans son environnement, ce qui est un droit basique de l'être humain, il faut le rappeler, le droit de vivre chez lui. Mais dans des conditions évidemment honnêtes. Mais pour qu'il y ait ces conditions honnêtes, il faut que justement qu'il y ait un contrôle
des libertés de circulation et des 4 libertés de circulation imposées par l'Union européenne, c'est-à-dire les marchandises, les capitaux, les services et les migrations, bien sûr, pour que ces libertés soient contrôlées. À partir de ce moment-là, on va pouvoir éventuellement avoir un développement mutuellement positif et on n'assistera pas justement au pillage des cerveaux. Parce que là aussi, cette liberté qui a viser le tiers-monde, mais qui aujourd'hui vise les pays de l'Est, c'est finalement aussi une liberté de piller. Parce que finalement, tous les médecins qui arrivent dans les pays plus riches, qui les a formés? Qui a payé leur éducation, si ce n'est les peuples des pays plus pauvres? Aujourd'hui, on a une situation, par exemple en Europe, où on voit des médecins et des infirmières polonaises en Angleterre, et la Pologne avec des infirmières ukrainiennes. Pourquoi? Parce que la Pologne a financé le fonctionnement de la médecine britannique et l'Ukraine, plus pauvre, a financé le fonctionnement de la médecine polonaise. Je ne suis pas allé en Ukraine, mais peut-être qu'en Ukraine, on a des médecins tadjiks. Hein, c'est possible. Et au Tadjikistan, on doit sans doute avoir des médecins afghans. Hein, donc de pays pauvres en pays pauvres, et finalement, c'est ce processus qui est généralisé. Alors je reviendrai sur une réflexion qui est centrée sur l'URSS. Alors vous allez me dire, c'est un peu nostalgique peut-être, c'est quelque chose dont on a honte de parler, etc. Mais je pense que la question soviétique a son importance comme expérience. Avec évidemment toutes les réserves qu'on peut faire sur ce qui s'est passé à l'époque. Mais pourquoi je prends cet exemple? Justement parce que, à l'époque de l'URSS, il y avait d'énormes mouvements de population, il y avait une liberté de circulation à l'intérieur de l'URSS dans les années 60 et 70, mais comme par hasard, les Ouzbeks ne venaient pas vivre à Moscou, les Géorgiens n'allaient pas vivre à Tachkent, les Lituaniens n'allaient pas en général vivre au Kazakhstan, ou quand ils y allaient, c'était minoritaire. En revanche, ils circulaient tout le temps à l'intérieur de l'URSS, puisqu'il y avait la liberté de circulation. Mais pourquoi est-ce qu'une paysanne tadjik n'allait pas émigrer à Moscou ou en Ukraine? Parce qu'elle était tadjik et que dans son kolkhoz au Tadjikistan, elle avait le même salaire, le même revenu que si elle avait été dans un kolkhoz dans la région de Moscou. Donc effectivement, elle voyageait. Alors effectivement, elle voyageait aussi parfois pour, disons, contrebalancer les dysfonctionnements de l'économie soviétique, c'est-à-dire par exemple, des paysans ouzbeks prenaient l'avion. Le prix de l'avion était à l'époque très modique, il était subventionné par l'État. Donc on pouvait prendre l'avion avec des cajots d'oranges qu'on allait vendre dans le marché kolkhozien de Moscou, puis le soir on reprenait l'avion pour Tachkent après avoir vendu ces oranges. Mais on revenait à Tachkent puisqu'on était de Tachkent. Il n'y avait aucune raison de vouloir émigrer à Moscou. Hein? Résultat, même s'il ne faut pas tomber dans l'idyllisme, la société soviétique était plus ou moins arrivée à un moment où on avait une espèce de sentiment commun d'identité soviétique, et ce qu'on appelle le racisme n'était pas... Il existait, il ne faut pas idéaliser, mais enfin, bon, le racisme n'était pas omniprésent, il était plutôt très marginal, il était surtout très mal vu, c'était quelque chose qui était plutôt honteux, on ne se reconnaissait pas publiquement du racisme. Alors si aujourd'hui vous allez à Moscou, vous avez un racisme systématique. Mais c'est pas parce que les Russes sont devenus comme ça des imbéciles du jour au lendemain. C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez une invasion de Caucasiens et d'Ouzbeks, etc., qui arrivent à Moscou, et avec tous les phénomènes négatifs qu'on connaît, c'est-à-dire chômage, précarisation, délinquance, et intégrisme, racisme, etc. D'un côté l'intégrisme, de l'autre côté le racisme. Mais pourquoi ? Parce que les Ouzbeks sont obligés de quitter l'Ouzbékistan s'ils veulent pouvoir avoir un salaire qui est un peu meilleur en Russie. Donc finalement, au nom de la liberté, puisque c'est la liberté que la Russie est censée avoir obtenue en 91, on a abouti à quoi? On a abouti à ce à quoi on est en train d'aboutir ici en Union européenne. C'est-à-dire la systématisation du racisme, la systématisation de conditions de travail révisées par le bas dans chacune des ex-républiques soviétiques, et aujourd'hui c'est la même chose dans chacune, j'ai envie de dire, des futures républiques de l'Union européenne, mais au sens des provinces de l'Union européenne, si on continue comme cela, et c'est de ça qu'il faut avoir, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors maintenant, si on se
pose aussi la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui on a des immigrés de l'Est, alors qu'avant on avait des immigrés de l'Ouest, et puis dans la dernière vague, on nous parle des migrants, et qui arrivent bien sûr des pays du Moyen-Orient. Et là encore, il faut réfléchir un peu à cette question. Pourquoi est-ce que avant 89, on avait surtout des immigrés du Sud et pas beaucoup d'immigrés de l'Est? Alors on va vous dire, oui, il y avait le mur de Berlin, etc. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'un certain nombre de pays de l'Est donnaient à leurs citoyens d'assez larges libertés pour voyager. La Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, c'était des pays où on recevait le passeport, on pouvait venir dans les pays de l'Ouest. Donc les Polonais venaient dans les pays de l'Ouest, mais ils venaient pour tourisme ou éventuellement pour faire un petit boulot d'été et revenir avec leur argent dans le pays. Parce que dans le pays, c'était leur pays d'abord, et puis que sur place, ils avaient la garantie d'emploi, ils avaient des conditions sociales à peu près correctes. Alors on faisait venir à ce moment-là des travailleurs du Sud. Pourquoi est-ce qu'on faisait venir des travailleurs du Sud? Puisque c'était l'ancien espace colonial. Et qu'on se disait, les travailleurs du Sud, ils ont les chines souples, ils vont se soumettre, puisqu'ils ont été habitués, n'est-ce pas, pendant toute la période coloniale. Alors ces travailleurs venus des pays du Sud étaient peut-être au départ un peu soumis, mais ils ont appris assez vite à se battre, et à ce moment-là, après 89, là du coup, il a fallu faire venir les travailleurs de l'Est, parce que ceux du Sud avaient appris à se battre, et ceux de l'Est étaient dans un sauf-qui-peut, dont Monica a parlé, avec des 40% de chômage, et donc il n'était plus question, évidemment, qu'ils ne viennent pas à l'Ouest, puisque chez eux, ça s'était effondré. Donc on a fait venir ceux de l'Est pour, en quelque sorte, casser la dynamique de lutte des travailleurs locaux, ouest-européens, et des travailleurs qui étaient venus du Sud, mais qui avaient appris ce qu'on appelle la lutte des classes, un gros mot aujourd'hui. Donc maintenant, ceux de l'Est, on commence à comprendre. Alors on fait venir les migrants qui viennent des pays en guerre, d'où ils n'ont pas d'autre solution que de fuir la Syrie, l'Irak, la Libye, etc. Que voulez-vous, le Tchad, le Mali, tout ça, ça a été détruit, ou c'est en voie de l'être. Donc évidemment, ils reviennent. Troisième vague de travailleurs, ça leur prendra 20 ans avant d'apprendre la lutte des classes. Pendant ce temps-là, c'est gagné. On a la concurrence entre les travailleurs. Et c'est ça l'objectif de la mondialisation d'une part, et de la mondialisation plus spécifique auquel nous assistons, à savoir l'Union européenne, qui n'en est qu'un élément constitutif. Voilà. Merci. Merci. Moi, je me permets simplement de faire une remarque qui va dans son sens, un petit peu parce que j'ai été longtemps, et je suis encore d'ailleurs, chargé d'analyser toute une série de phénomènes, notamment en Afrique, dans le cadre d'une revue qui s'appelle Aujourd'hui l'Afrique. Je crois que la majorité des Français, y compris dans nos rangs, ne savent pas à quel point les gouvernements les plus réactionnaires des pays africains sont pour l'émigration de leurs citoyens. Parce que pour eux, c'est une façon, tout bêtement, de résoudre les problèmes politiques et de résoudre les risques d'explosion politique contre eux. Voilà. Ceci dit, est-ce que Dominique Dionisi est revenu? Je suis là. Ah, tu es là. Bon, alors Dominique, est-ce que tu veux venir intervenir pour nous dire un petit peu ce que Aaron Cohen n'a pas pu venir... je te voyais pas dans ton coin. Tiens, je te laisse ma place. Ça sera plus simple. Eh oui. Ah. Bien, bonjour, je m'appelle Dominique Dionisi, je ne suis jamais ici qu'au titre de porte-parole de notre ami Aaron Cohen qui est retenu en Espagne et qui a tenu à participer à ce débat. Donc, je vous lis les réflexions de Aaron. Un mot de contribution à ce débat organisé par Polex, liberté de circulation et capitalisme mondialisé, avec quelques éléments à peine esquissés
à propos des migrations humaines en Espagne. Le tournant du bilan migratoire extérieur de l'Espagne, de l'émigration à l'immigration, se situe dans les années 1980. L'évolution par la suite fut extraordinairement rapide, avec une brusque accélération des entrées entre les dernières années 90 et 2008, au point de faire de l'Espagne le premier pays récepteur européen de cette période. Autour de 200 000 résidents étrangers recensés en 1981, 400 000 en 1991, 1 million en 2000. Jusqu'à un sommet au-dessus des 5,5 millions entre 2009 et 2012. Point d'inflexion de la tendance, hausse des départs et baisse des entrées, conjuguée à un nombre conséquent de naturalisations, qui a ramené l'effectif à 4,5 millions début 2017, mais 6,5 millions de résidents nés à l'étranger, espagnols de naissance ou naturalisés compris. L'intérêt du cas pour l'analyse économique et sociale des migrations tient en grande partie à la vitesse des faits démographiques, à l'importance de ces chiffres et à la séquence qu'ils traduisent de conjonctures tout aussi brusquement contrastées, avec le frein de l'immigration et la reprise partielle de l'émigration à la suite de la destruction d'emplois, spécialement entre 2009 et 2014. Deuxième chapitre, autres de hausse de l'immigration et diversification des provenances sont allées de pair. La composante européenne occidentale est restée majoritaire jusqu'à la première moitié de la décennie 1990. Migration de retraités en partie, bien que ni cette catégorie de flux, ni plus généralement ce qu'on désigne souvent par l'oxymore tourisme résidentiel, recouvre totalement cet apport migratoire. Croissance des flux de l'Amérique latine particulièrement vive entre la fin du siècle précédent et le début de l'actuel, arrivée soudaine et soutenue d'Africains, tendance déjà d'assez longue durée dans le cas des Marocains, plus tardive pour les migrants d'autres origines continentales, surtout d'Afrique occidentale. Fort accroissement des flux d'immigrés est-européens, surtout roumains, dans la première décennie 2000, et tout particulièrement autour de l'incorporation de leur pays à l'UE en 2007. Enfin, présence minoritaire avec hausse récente de l'immigration asiatique. La dizaine de nationalités comptant chacune plus de 100 000 ressortissants recensés par le registre de population espagnol, le Padrón, début 2017, comprend 6 européennes, roumains, près de 700 000, britanniques, italiens, pour une bonne partie nés en Argentine, les Italiens, bulgares, allemands et ukrainiens, 2 latino-américaines, colombiens et équatoriens, une africaine, marocain, près de 750 000, et une asiatique, chinois. Cet ensemble de nationalités totalise un peu moins de 60% des citoyens étrangers enregistrés. Hors britanniques et allemands, la structure d'âge de ces effectifs affiche une jeunesse relativement marquée par rapport à l'ensemble de la population de l'Espagne. 56% dans le groupe des 16-44 ans pour l'ensemble des étrangers, 35% pour les Espagnols. Aujourd'hui, l'âge moyen dépasse à peine 30 ans pour les ressortissants marocains et n'atteint pas 33 ans pour les Roumains, alors qu'il approche les 44 ans pour les Espagnols. Immigration donc essentiellement d'âge actif et de travail, ou en recherche de travail. Dans une très large mesure, en effet, ces effectifs ont massivement rejoint la force de travail disponible dans le pays. De 15 millions début 2001, le nombre d'actifs inscrits à la sécurité sociale, tout régime confondu, s'est accru régulièrement jusqu'au premier semestre 2008, maximum proche des 19 500 000, jusqu'à ce qu'il amorce une brusque baisse, minima en dessous des 17 millions entre fin 2011
et début 2015. Faiblement arrêtée les 2 dernières années. La cote des 18 millions vient d'être retrouvée. D'une manière générale, la contribution des travailleurs immigrés au mouvement de hausse du nombre d'actifs fut très importante. Aussi ont-ils souffert d'une volatilité et d'une précarité différentielle de l'emploi. La précarisation correspondant à un phénomène de portée générale, véritable tendance structurelle, inhérente au marché du travail. Elle s'est nettement aggravée avec les dérégulations successivement adoptées par les gouvernements du PSOE et du PP à partir de 1988. Plus de 9 nouveaux contrats de travail des 10 dernières années sur 10 sont des contrats temporaires. Le taux de chômage total, qui se situait autour de 8% au moment des pics de l'emploi, 2005 à 2007, a connu ensuite une véritable flambée, au-dessus de 20% depuis le 4e trimestre 2010 et de 25% entre fin 2012 et début 2014. Réduit par la suite jusqu'à un niveau qui double toutefois largement celui des dernières années pléthoriques, entre guillemets, proche de 19% au premier trimestre 2017. L'incorporation massive des travailleurs immigrés à l'économie espagnole peut impressionner. La comprendre, c'est tenir compte d'abord, en petit a, en amont et en aval, du contexte de croissance assez rapide entre les années 1994 et 2007. Petit b, des conditions d'insertion d'une grande partie de ces apports de main-d'œuvre. Bien que répandues, ces conditions touchent particulièrement les secteurs d'activité qui en ont retenu l'essentiel, les services personnels, compensation aux absences des politiques publiques de sécurité sociale, qu'aggraveront depuis 2011 les programmes austéritaires. L'agriculture, de manière assez générale, mais plus particulièrement dans les aires de culture intensive, au sud-est et au sud-ouest de la péninsule, et partout sur l'arche méditerranéen, où le poids de la force de travail immigrée devient très souvent tout à fait décisif. L'hôtellerie et la restauration, également caractérisées par la forte saisonnalité. Enfin, quelques branches industrielles et plus encore le BTP. Il s'agit bien de niches d'emplois en expansion ou relativement consolidées pour l'instant, sauf exception comme la construction, un secteur jadis prisé par bon nombre de migrants et sévèrement bloqué après 2007 avec l'éclatement de la bulle. Le rapport de cette force de travail aux intérêts du capital ne pose pas de doute. Contention des salaires, disponibilité, facilité de mobilisation et de démobilisation, facteurs de compétitivité, notamment en territoire Union européenne, exemple d'une agriculture industrielle parfois surendettée. La précarité des statuts administratifs a souvent renforcé la situation d'infériorité politique, juridique et sociale des travailleurs migrants, ajoutant du coup à leur exploitation. Certes, les régularisations ont largement corrigé ce trait d'une immigration qui, dès ses débuts, a gagné les pays du sud de l'Europe en plein tournant restrictif des politiques migratoires dans le continent. Le contrôle renforcé des frontières, la rigidité administrative, autorisation de séjour d'obtention souvent pénible et assez vite périmée, interviennent dans la gestion de la force de travail. Bien entendu, les bas salaires, l'intérimaire, agissant parfois à l'échelle de l'UE, l'économie informelle, le travail au noir, ou plus généralement le précariat, ne concernent pas que les seuls travailleurs immigrés. Il s'en faut de loin. De toute évidence, ces phénomènes ont précédé et dépassent largement la flambée de l'immigration et l'emploi de travailleurs immigrés. Infanterie légère ou troisième degré de la flexibilité recherchée par l'exploitation capitaliste du travail, une composante immigrée a intégré la surpopulation relative nécessaire aux intérêts du capital. Sa segmentation, y compris en fonction de son statut et éventuellement de ses origines.
cette segmentation ajoute parfois à sa fonctionnalité. On y décèlerait ces différents états, excédents latents, flottants, stagnants, que Marx a analysés dans Le Capital. À ce jour, l'installation en permanence des immigrés en Espagne s'est avérée très largement majoritaire, en dépit du virage au négatif du bilan migratoire dès 2010 et de l'instabilité géographique de certains parcours, caractérisés par les migrations résidentielles fréquentes, à échelle variable, surtout à l'intérieur de l'Espagne, ou par l'intensité d'une mobilité habituelle, devenue quelquefois mode de vie. D'où les questions qui se posent à propos de l'intégration sociale des immigrés, travail, logement, éducation des enfants, forme de sociabilité, etc. L'absence en Espagne, jusqu'à présent, d'une extrême droite articulée et reconnaissable, jouant sur les préjugés anti-immigrés comme axe principal de propagande, interroge parfois les observateurs d'autres pays européens, comme la France, habitués à ce genre de politisation. Certes, les sursauts locaux n'ont pas manqué, mais les conflits graves restent heureusement exceptionnels. Ce fut notamment le cas des événements de février 2000 à El Herido, en Almeria, excusez-moi, mais je n'ai pas l'accent du pays, a signalé le contexte préélectoral du moment et l'irruption du problème, entre guillemets, de l'immigration dans le discours de la droite, le Parti populaire, sous la direction d'Aznar. En général, les types d'insertion de ceux qui sont venus, exposés plus haut, auraient plutôt limité les tensions sociales, en même temps qu'elles installaient durablement dans les difficultés une fraction considérable des travailleurs et des familles immigrées. Emploi précaire, ségrégation résidentielle en milieu rural et en ville, remise en cause des perspectives d'amélioration personnelle, chômage, fragilité résidentielle avec la crise des hypothèques, dans un contexte de recul social qui touche massivement les travailleurs et de vastes couches populaires. Difficile donc de désamorcer les risques potentiels en faisant abstraction du système économico-social qui en est un facteur déterminant. Merci. Je transmettrai vos applaudissements. Et Marseille, comme son accent vous l'indiquera peut-être, et en même temps, un dirigeant syndical qui a son mot à dire et qui est aussi dirigeant de l'Association nationale des communistes. Bon, merci. Comme ça, je ne vais pas me présenter. Alors en fait, j'étais venu parler essentiellement de quelle lutte syndicale sur cette question. Et je vais commencer par ce qui me semble doit être le fondement de la lutte syndicale aujourd'hui et politique. C'est l'origine du problème. C'est-à-dire, avant d'en venir au combat pied à pied qu'on mène, y compris dans les Bouches-du-Rhône, parce qu'on est dans une situation particulière, cette question des travailleurs détachés, je devrais dire attachés au patronat, c'est l'origine du problème, elle est la faillite idéologique de la gauche politique et syndicale en France. Voilà. Au fond, quand le mur de Berlin y tombe, il y a le sommet du millénaire de l'ONU qui prévoit de mettre en place un gouvernement mondial avec un partenaire privilégié qui sera la Confédération syndicale internationale et qui va organiser les choses dans les régions du monde. Son pendant en Europe, c'est le sommet, une rencontre à Lisbonne qui définit la stratégie de Lisbonne, qui définit que 10 ans après, donc en 2010, l'Union européenne sera la première puissance économique mondiale, vous voyez qu'ils ont bien réussi, et que le chômage, il aura été éradiqué, là aussi, ils ont réussi. Et dans cette stratégie de Lisbonne, ils définissent un certain nombre de principes qui sont notamment la circulation des travailleurs dans l'Union européenne, la fin des services publics au profit des services d'intérêt généraux. Et la gauche de l'époque, que ce soit, alors toutes, malheureusement toutes,
au lieu de s'affronter à cette stratégie-là, au lieu de la mettre en accusation, elle commence à développer le concept qu'elle va donner un contenu social à cette stratégie de Lisbonne. Et c'est là que vont fleurir les fameux clubs Lisbonne, qui seront d'ailleurs bien remplis, puisqu'ils réuniront à la fois des ministres de droite, des élus communistes et des dirigeants de la CGT et de la CFDT, le fameux club Confrontation Europe, etc., etc., etc. Et tous ces clubs vont produire des idées, j'ai les textes ici, là, qui vont effectivement dire ne pas s'affronter, c'est-à-dire c'est là où pour la CGT par exemple, on va renoncer à demander l'abrogation de la circulaire de 96, mais son amélioration. Voilà. Ce qui explique qu'en 2003, quand le premier rapport qui est, parce que Bockestein, il est pas né comme ça, comme un champignon, en pleine nuit, sous la pluie. Non, non. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a fait ce que la stratégie de Lisbonne avait défini. Il a fait, et il a obéi à un rapport qui était le rapport Arbor. Et ce rapport Arbor, il est venu au Parlement européen en 2003. Il n'y a personne à gauche qui n'a voté contre. Voilà. La vérité oblige à le dire. Les seuls qui ont voté contre, et c'est vraiment pas pour l'intérêt des travailleurs, c'est le Front National. Voilà. Ça aussi, la vérité oblige à le dire. Donc, à partir de ce moment-là, on était cuit idéologiquement pour s'affronter aux mesures qui suivraient. Et je vous rappelle que il n'y a pas très très longtemps, les marins de la SNCM, il ne faut plus leur parler de la gauche, ni même de certaines dirigeants de la CGT. Je parle des copains de la CGT de Marseille et du port qui se sont battus et qui ont obtenu d'un ministre une lettre qui disait à partir de maintenant, tous les travailleurs des transports, dès qu'ils franchiront la frontière, le droit du travail français s'appliquera à eux, que ce soit le transport maritime, le transport terrestre ou le transport aérien. Voilà. C'était la circulaire de ce fameux ministre-là. Dans le même temps où on tenait ça par la lutte, ce qui permettait aux copains, ils disaient dès que la circulaire, ils avaient la lettre du ministre, et dès que la circulaire arrive en application, on ira voir les copains de Corsica Ferré en leur disant voilà, on n'a rien contre vous. Nous, on veut que vous ayez les mêmes droits que nous, et après la concurrence, pour le coup, elle sera loyale et non faussée, comme aurait dit Sarkozy. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans le même temps, à l'Assemblée nationale, il y avait un contrepoids de cette lettre, sur proposition malheureusement au Sénat, sur proposition des sénateurs malheureusement communistes, une proposition qui était votée à l'unanimité, enfin, c'est là. Quand mes adversaires ils votent avec moi, je me dis j'ai fait une connerie là, non? Normalement, c'est ça. Eh bien, qui prévoyait l'amélioration de la fameuse circulaire de 96. Et donc ça, alors l'amélioration c'était quoi? On allait poser le principe de la responsabilité sociale du donneur d'eau. Alors ça c'est fantastique. Moi, il y a à Marseille, il y a un grand chantier qui est celui de Romain de la rue de la République. Sur le même chantier, donc à partir de la même entreprise Bouygues, on est arrivé, je l'ai noté pour pas le 19 sous-traitants cascades. Vous vous rendez compte? D'ailleurs, à la fin, le 19e, c'est les sans-papiers. Voilà. Donc il n'y a pas de mystère. Donc, je crois que la première bataille qu'on a à mener, c'est cette bataille idéologique, l'Europe sociale. Voilà le résultat. C'est pour ça que j'ai bien aimé la conclusion de la camarade qui disait oui, on a essayé, peut-être on a essayé, j'y ai cru, mais voilà, c'est impossible. La seule façon de s'en sortir, c'est que les droits nationaux ne soient pas remis en cause par des détournements, parce que sinon, c'est mettre les travailleurs en concurrence entre eux. Et effectivement, comme vous l'avez dit, faire remonter le racisme, etc., etc. En fait, ils ne sont pas partis de rien, parce qu'avant la circulaire des travailleurs détachés, il y avait les contrats OMI. Alors nous, dans les départements, les contrats OMI, Office d'immigration internationale, qui était une disposition qui avait été prise en 1945, mais en 1945, quand le CNR avait pris cette disposition, c'était pour lutter, pour remettre de l'ordre dans ce que le patronat avait fait, y compris pendant la guerre, pour déplacer les travailleurs selon les besoins, comme des esclaves. Voilà. Donc c'était un ministre du Travail qui s'appelait Torres, je ne sais pas si vous l'avez connu, et qui avait créé à l'origine avec son équipe de création de ça pour arrêter l'esclavage, justement, cette déportation économique du capitalisme international, parce que c'était ça. Sauf que, si vous voulez, avec le temps, cet office, il a évolué, et qu'en France, il est devenu le moyen d'aller chercher de la main-d'œuvre dans des secteurs où, soi-disant, on ne trouvait pas de chômeurs.
Ça, c'était extraordinaire. Donc, le chômage commençait à grimper et on était allé chercher de plus en plus de travailleurs étrangers. Alors, ça a commencé par les Marocains. Et alors, normalement, c'était au départ pour la cueillette des fruits saisonniers. Je dis ça parce que dans les Bouches-du-Rhône, 1/3 des salariés omis du pays sont dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on a eu de grandes luttes syndicales là-dessus. On a commencé par les Marocains. Et on s'est aperçu que dans les Bouches-du-Rhône, on a un microclimat qui fait que la cueillette des fruits, elle dure 11 mois, voyez-vous. Donc et oui, c'est comme ça. Alors au départ, ça correspond tout à fait à ce que dit le camarade d'Espagne, parce qu'au départ c'était les Espagnols, puis les Espagnols sont devenus trop chers, on est allé chercher les Arabes, ils étaient moins chers. Et plus longtemps, au départ les Espagnols ils venaient 2 mois pour les pommes de terre, principalement. Là maintenant ils viennent, ils venaient 11 mois, parce que, ben voilà, on trouvait, et attaché à un patron. C'est pour ça qu'on parle de travailleurs détachés, attaché à un patron. Et à un logement, ils venaient payer leur loyer, puisqu'ils payaient leur loyer. Donc on a eu de grandes luttes là-dessus. Et aujourd'hui, ce n'est plus... Les Arabes sont devenus trop chers. On fait venir les Équatoriens et les gens du Costa Rica par le biais de l'Espagne, qui se comportent tout à fait comme un passeur de migrants, mais c'est l'État espagnol qui permet ça. Voilà. Grâce, évidemment, à l'espace Schengen, l'Union européenne, etc. Et donc, nous, les luttes qu'on mène aujourd'hui, elles sont pour arriver qu'ils soient équatoriens, qu'ils soient chiliens, qu'ils soient marocains, mais qu'ils aient le même droit du travail que les salariés qui sont en France, quelle que soit leur nationalité. Voilà. Parce que la question, c'est pas le droit des Français, c'est le droit des travailleurs qui sont dans le cadre hexagonal qu'est la France, avec ses conquêtes sociales depuis qu'elle se bat. Voilà. Je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir. Alors, cette faillite idéologique, elle a été doublée aussi d'une autre faillite sur la question du racisme, de l'immigration et du colonialisme. On n'a jamais soldé les comptes. Voilà. Moi, j'ai beaucoup regretté de ma petite place où je suis à Marseille, là, quand Sarkozy il a lancé son débat sur l'identité nationale, pour essayer de dévier le combat de classe, le transformer en combat de race et de religion même, puisqu'en même temps, il a sorti la burqa et tout le reste, aidé quelquefois par des gens qui se réclamaient de la gauche. J'aurais beaucoup aimé qu'on lui réponde sur ce terrain de l'identité nationale. Oui. Au lieu de se boucher les yeux, mais oui, la France est l'identité nationale. Le premier plat préféré des Français, c'est le couscous. Voilà. Que je sache, c'est pas à Bordeaux que le couscous il a été créé. Voilà. Donc l'identité nationale, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Et c'est ça qu'il faut dire, et qu'il fallait répondre, et que la gauche, dans son ensemble, elle n'a pas été capable de répondre, sauf en faisant de la morale. Les pauvres immigrés, il ne faut pas les... Voilà. Et donc, aujourd'hui, on en est sur ces questions-là. Je pense qu'on doit être à l'offensive et sur la question du racisme et sur la question sociale, en disant un travailleur, c'est un travailleur, qu'il soit bleu, vert ou rouge. Il paraît qu'il n'y en a pas de bleu, bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas, on s'en fout. C'est un travailleur qui doit être payé à des conditions normales, décentes, et issues de notre histoire, et on a besoin de conquis sociaux davantage aujourd'hui. Et sur la question du racisme, on a effectivement, notre identité, elle n'est pas menacée par chaque arrivée, elle est enrichie par la diversité qui grandit. Voilà.